Welcome to the second panel of our... Bienvenue au deuxième panel de notre réunion. La réunion d'aujourd'hui a été interrompue par des votes et nous devons voter en tant que députés. J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos témoins pour la deuxième partie de la réunion. Nous avons Alain Desnoux, professeur de philosophie. Et puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, alors avec un exposé de 5 minutes pour commencer, on devrait pouvoir avoir une ronde de questions 6 minutes. Monsieur Desnoux, vous avez la parole. Je m'entends Bon, merci beaucoup. Je m'entends en rétroaction. C'est très distrayant. Est-ce qu'il y a lieu de régler ce problème? Je m'entends en écho. Voilà, je crois que c'est bon. C'est réglé. Non, c'est pas réglé. On entend l'écho également. Vous entendez l'écho si un microphone est allumé ici, mais tous les microphones maintenant sont fermés. Ça devrait être correct. Merci. Je suis professeur de philosophie à l'Université de Moncton, au campus de Shippagan, dans la péninsule acadienne. J'enseigne les cours d'éthique et d'éthique en environnement. 5 éléments de contexte, rapidement. Les politiques sanitaires autour de la COVID-19, on le sait, ont amené les gouvernements à adopter des mesures liberticides en matière de confinement, de couvre-feu, de divulgation obligatoire de données médicales, lesquels ont pu même mener à des non-renouvellements de contrats ou à des licenciements, et au phénomène de la surveillance électronique. Les fondements scientifiques de ces décisions-là ont souvent été discutés, voire contestés, et cela a donné l'impression à d'aucuns que les autorités publiques profitaient du contexte sanitaire, voire l'exacerbaient, pour donner libre cours à des pratiques inconstitutionnelles. Deuxième point, contextuel. Les infrastructures technologiques qui sont requises pour produire les données de masse sur un mode croissant et accéléré constituent une augmentation des effets préjudiciables à l'écologie. C'est-à-dire que pour produire les données massives dont on use aujourd'hui tellement, il faut des parcs de serveurs industriels qui consomment énormément d'électricité, sans parler du réseau de la 5G qu'on nous apprête à accepter, entre guillemets, et la production de plus d'informatique en Asie qui parfois engendre des problèmes d'eau. Ces conséquences sont graves par rapport à l'émission de gaz à effet de serre, à l'épuisement des métaux rares et à toute la question de l'eau, et ne renvoient aucunement à des pratiques viables en phase avec les défis écologiques que prétendent se donner les États ces années-ci. Troisièmement, la production de données massives que l'on doit à ce que je vais appeler rapidement le GAFAM, là, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, mais vous comprenez que j'entends tout le secteur de l'ingénierie informatique. Cette production de données constitue aussi un appauvrissement juridique du point de vue des États, parce que ces entreprises-là qui détiennent au fond un monopole technique sur ce qu'elles génèrent se trouvent très souvent à faire le droit par ces contrats mammouths qu'on nous amène continuellement à accepter quand on a à utiliser des logiciels qui nous sont, entre guillemets, donnés. Ces façons privées de légiférer génèrent donc un droit sur lequel se fondent bien des décisions de justice en la matière. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il est question d'informatique, ce sont souvent des agents de ces grandes entreprises-là qui, messieurs, mesdames, les députés, vous conseillent, puisque ce sont elles qui ont les connaissances techniques sur un mode optimal. Quatrième point, cette intendance commerciale des données massives dans le contexte de la crise sanitaire qui a été le nôtre a été largement bénéficiaire pour les grandes entreprises dans le secteur informatique, dans le secteur visé, les GAFAM. Les bénéfices ont été en hausse de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour ces entreprises-là, au bénéfice des PME,
et des travailleurs qui sont beaucoup plus captifs des conjonctures générées par les politiques sanitaires que ces grandes entreprises-là. Cinquièmement, et c'est là-dessus que je vais insister, même si j'ai très peu de temps pour le faire, mais nous en discuterons, la production de données massives est en soi un dispositif totalitaire. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui consiste à quadriller la réalité comportementale des sujets et à la rendre prévisible, voire contrôlable. Je termine en quelques phrases rapidement. On sait que lorsqu'on peut suivre 150 actions d'un utilisateur de Facebook, on le connaît plus que ses proches. Et lorsqu'on peut en suivre 300 seulement, on le connaît mieux que lui-même. Et donc, c'est un outil de manipulation que Cathy O'Neill a résumé comme étant comme étant de l'ordre de weapons of mass destruction. Et pour ma part, je préconise non pas qu'on encadre ce secteur-là en le rendant éthique ou acceptable, mais qu'on empêche sa production à la source, de la même manière que dans la diplomatie de guerre, parfois, entre États, on s'entend pour s'abstenir de développer certaines méthodes ou certains procédés. Ici, il en va de ma proposition. Merci pour votre empêcher déclaration. Cette production de données. Maintenant, Mr. Patzer for 6 minutes. Monsieur Patzer, vous avez 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci au témoin pour son témoignage. Souvent, lorsqu'il y a une urgence, on peut examiner ce qui s'est passé avec le 11 septembre et le niveau de sécurité qui existait à ce moment-là. Et on peut regarder les mesures présentes avec la pandémie de la COVID-19. Quels sont les risques que, en raison des mesures extraordinaires que nous avons utilisées pour faire la collecte de ces données, quel est le risque que le gouvernement ne va pas renoncer aux moyens utilisés pour faire la surveillance des Canadiens? Est-ce qu'on aura un retour à la normale par la suite? Est-ce qu'on va faire moins de surveillance, moins de collecte de données? Elle est large, et la première erreur qu'on ferait ici, je ne dis pas que c'est votre cas, je vais simplement tenter d'être dans l'ordre de la prévenance, ce serait de lire les choses d'une manière monocritère. On n'est pas dans une situation où tout est blanc ou tout est noir, mais la question, c'est d'être pluricritère et de se demander dans quelle mesure il y a des risques. Il y a peut-être des risques à ne pas utiliser des données massives, mais dans la balance, on est en face d'un dispositif totalitaire qui consiste ici à contrôler les gens dans une telle mesure et d'une manière si efficace qu'on les rend même manipulables. Le risque ici, c'est qu'on banalise la surveillance, qu'on en fasse un mode de gestion, comme on l'a fait avec la situation d'urgence depuis 2 ans, qu'on a réduit à une modalité presque technique, qui est plus du tout grave. On renouvelle le statut d'urgence sanitaire de 10 jours en 10 jours, de périodes comme ça, délimitées en période délimitée, sans justifier. Et il arrivera un moment où on étendra le champ d'application de ces mesures dites d'urgence à des citoyens qui se verront privés de leurs droits constitutionnels. Et on ne saurait traiter à la légère le fait de pouvoir, au fond, disposer d'informations sur des gens sous prétexte, par exemple, qu'ils n'ont pas été vaccinés, ce qui est un droit constitutionnel en passant, ou parce qu'ils participent à des manifestations qui sont elles aussi protégées par la Constitution en principe. Et donc, ce que l'on voit là, le risque que l'on voit, c'est de générer un dispositif qui, au nom de la gestion technique, permettent une attitude et des mesures et des procédés inconstitutionnels. Merci pour votre réponse. Je pense qu'on arrive à un seuil où
on porte atteinte à la vie privée des gens? Est-ce qu'il y a une préoccupation éthique au sujet de l'utilisation de ces données? Le problème, c'est le dispositif lui-même. Il est intrinsèquement totalitaire. Je veux dire, contrôler les gens à ce point, quant à leur moindre action, quant à la géolocalisation, quant au moindre achat qu'ils font, recouper des données qui fait qu'on les connaît mieux qu'eux-mêmes, constitue à l'origine un problème et c'est contre la possibilité même de générer cette somme d'informations que nous devrions nous mobiliser. Je ne vais pas vous faire beaucoup de données bibliographiques moi-même, mais regardez l'épaisseur de ce livre. C'est Mark Goodman qui l'a écrit. Il fait la somme de crimes technologiques liés aux données de masse. C'est un ancien d'Interpol et de l'ONU qui est, lui, je vous invite à lire ce livre, Les crimes technologiques, qui a été écrit en anglais d'abord, et qui vise à montrer à quel point les citoyennes et les citoyens des États qui ne sont plus des États de droit, dès lors qu'ils laissent ces données-là être d'une part amassées et d'autre part utilisées, risquent structurellement de basculer dans un ordre où le contrôle est total. Si vous permettez, je ne veux pas être trop long, j'aurais une anecdote ou un exemple à vous donner, mais je vous laisserai poser une question pour ne pas monopoliser votre temps. Yeah, I mean... Oui, si vous voulez donner cette anecdote rapidement et donner un commentaire rapide sur l'idée du consentement. Est-ce que les gens peuvent donner clairement leur consentement à l'utilisation de leurs données ou à la collecte de leurs données? Oui, non, tout simplement parce que il y a des études qui ont été faites sur la difficulté qu'il y a à vraiment comprendre les contrats qu'on nous fait signer lorsqu'on nous rend utilisateurs de ces logiciels qui collectent nos données dès lors qu'on les utilise. On connaît l'adage, quand on nous donne quelque chose comme un logiciel, c'est parce que c'est nous le produit. Et il faut une formation de juriste et encore. Pour être capable, au fond, d'avoir un jugement éclairé de ce dans quoi on s'engage, qu'on utilise. Et de toute façon, aujourd'hui, si on veut travailler, si on veut s'organiser socialement, ces instruments-là sont coercitifs. C'est-à-dire que, ou bien on vit dans sa cave et on ne sort plus de chez soi, ou bien on les utilise parce que la société les exige. Mais le problème, au fond, c'est de laisser un dispositif totalitaire se déployer sous aucune forme de contrôle. Et après coup, essayer de rafistoler les choses dans des encadrements qui seront toujours bancaux parce que le dispositif lui-même est problématique. Thank you. And now we... Merci. Madame Khalid. Merci, Monsieur le Président. Merci à notre témoin. Je vais commencer en recadrant les questions qui ont été posées jusqu'à présent. Dans ce cas-ci, l'utilisation des données. Plusieurs témoins pendant l'étude nous ont dit qu'il fallait trouver un équilibre et pour en fait bien appliquer les mesures sanitaires pour ne pas porter atteinte à la vie des Canadiens. Pensez-vous que ces données sur la mobilité nous ont permis de mieux comprendre le déplacement des gens et pour mieux mettre en place des politiques qui protégeaient la santé et le bien-être des gens tout en protégeant leurs droits le plus possible? Quant à la question elle-même, et cela explique le trouble dans lequel on est comme citoyenne ou citoyen face à ce dispositif, j'aurais envie de répondre par une question. Qui peut répondre à la question? Qui peut savoir si ces données-là sont utilisées d'une manière juste? Qui contrôle? Est-ce que les instances qui ont accès à ces données-là ne s'en servent pas à d'autres fins que ce pourquoi elles sont destinées à être utilisées dans ce contexte-là? On n'en sait rien. Il y a une opacité, là, à un moment donné, en dernière instance, qui se pose. Et puis, il n'y a pas un citoyen, une citoyenne qui a le temps de vérifier. Donc, on est lié à des rapports de confiance, strictement. On fait confiance ou on ne fait pas confiance, mais on ne peut pas vérifier dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, la question qui se pose ici doit être plus large. J'insiste, mesdames, messieurs les députés,
la question, je vais aller très rapidement, mais la question, elle ne peut pas simplement porter sur un petit usage, hein, elle doit porter sur un dispositif et sur tous les usages qu'il rend possible. Thank you. Merci. Cet enjeu est complexe. Et j'hésite de parler de façon plus philosophique, à savoir quel est le scénario parfait. J'ai entendu des députés et des témoins comparer la situation à la situation présente au 11 septembre. J'aimerais savoir, dans ce cas-ci, on parle d'un gouvernement qui utilise les données pour protéger les Canadiens, pour développer des politiques pour nous protéger. Et un de vos 5 points était qu'il y a le rôle des entreprises privées qui n'existait pas lors du 11 septembre. Pouvez-vous comparer, comme l'a mentionné un député, quelle est la distinction entre l'utilisation restreinte d'un gouvernement et l'utilisation d'entreprises privées et quel rôle doit jouer un gouvernement pour s'assurer de trouver justement le juste équilibre pour ce qui est de l'utilisation des données? Tant dédramatiser. Quand même, on sait depuis une bonne année, si ce n'est pas plus, que comme beaucoup de pays l'ont établi formellement depuis plusieurs semaines, que la COVID-19 n'est pas une pandémie comme ont pu l'être des maladies qui ont terrassé un tiers, la moitié de population entière, je veux dire, au Moyen-Âge. On est face à une maladie qui, d'une manière très nette, là, ces mois-ci, agit d'une manière endémique et particulièrement grave pour des catégories de gens pris de plusieurs morbidités ou âgés, ainsi de suite. Il y a des publics cibles que les politiques publiques devraient protéger. Mais moi, si j'avais à répondre à la question sur la pertinence de ces recherches-là, je pense qu'on pourrait dire d'abord et avant tout que le système de santé est sous-financé, que c'est là qu'il y a au fond une crise, hein, que si on avait un système de santé qui n'était pas sous-financé, on serait capable au fond d'encadrer et d'accueillir les groupes qui sont vulnérables par rapport à ce virus-là. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le problème, il est écologique. Et c'est là que les fonds et la recherche devraient aller. Il est écologique parce qu'il s'agit de zoonoses, comme on en a beaucoup observé depuis le début du siècle. Hein, je veux dire, l'Ebola, la H1N1, et ainsi de suite, ce sont des zoonoses qui sont provoquées par la perte de biodiversité. Alors, on peut toujours développer encore plus de techniques polluantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas que ce soit oublié, là, polluantes, destructrices, qui engendrent encore plus de problèmes quant aux causes relatives à ces épidémies-là. Et cesser, au fond, de s'enfermer dans des techniques de pointe qui, encore une fois, sont de nature à être utilisées par des instances mal intentionnées ou être utilisées de manière excessive. Thank you. Just very short question. Une question très rapide. Estimez-vous, bon, je sais que vous l'évoquiez dans vos remarques liminaires, au sujet des sociétés privées et des données de masse produites, estimez-vous que le gouvernement devrait réglementer cet usage? Qui devrait l'interdire. C'est difficile à entendre parce qu'on ne le dit pas souvent. Je pense que nous devrions, par principe de précaution, faire en sorte que ces données-là ne puissent pas être produites. We're out of time for this round. Eh bien, le temps est écoulé. Nous allons donc passer à M. Villemur. Bonjour, M. le Président. Merci, M. Daneau. Je vais vous poser 2 questions en vous laissant le temps d'y répondre en ce qui concerne mon 6 minutes. La première question, c'est que souvent, la partie gouvernementale, jusqu'à maintenant, nous a parlé des bienfaits de la finalité en évitant ou sans égard à la prémisse comme telle. Vous parlez d'interdire, par exemple, la production de données, mais sans nécessairement aller jusque-là, on a semblé éviter. On a dit il y a des bienfaits, mais sans égard pour le reste. On banalise. Le ministre de la Santé a fait de l'évitement lorsque je lui ai posé la question. Moi, j'aimerais vous entendre. Je vous ai lu dans le monde diplomatique parler, d'ailleurs, ça fait l'objet d'un livre, de médiocratie.
vous l'avez évalué sur notamment l'éducation, l'économie, la culture, comme quoi il y a une perte de pensée critique. Est-ce que vous pensez que cette perte de pensée critique-là est également à l'œuvre dans le gouvernement? Ben, la pensée critique, c'est se demander quelle est la motivation idéologique de tout ce qu'on nous propose. Donc, pourquoi on nous propose ce qu'on nous propose? Peut-être qu'effectivement, utiliser ces données-là peut avoir un bienfait si on le fait d'une manière chirurgicalement pertinente. Mais avouez que c'est comme mettre un couvercle sur une marmite en pleine ébullition. C'est-à-dire qu'on essaie, au fond, de contrôler, d'endiguer un mécanisme qui n'a pas été créé pour permettre au gouvernement canadien de régler une épidémie, mais qui a été créé. C'est ça la pensée critique, c'est se demander quelle est la motivation idéologique des productions et puis de la modélisation sociale. C'est qu'on a créé un dispositif qui permet la surveillance, qui permet le contrôle, qui permet la prévisibilité, qui permet la manipulation. Rappelez, moi j'ai vécu en Allemagne de l'Est et j'ai vu des gens qui pouvaient, s'ils le voulaient, avoir accès au dossier de la Stasi qui avait peut-être été fait sur eux. Bon, et le dossier de la Stasi, qu'est-ce que ça représentait? Ça représentait toutes sortes de fiches, des écoutes téléphoniques, ainsi de suite, des filatures qu'on faisait chez des citoyens, des citoyennes qu'on estimait devoir être suivis parce que c'était des éléments indésirables de la société. Bon, aujourd'hui, je vais revenir à aujourd'hui ensuite, mais les gens qui ont eu accès à leur dossier étaient terrifiés. Et bien pourtant, ces dossiers-là, c'est rien par rapport à ce que Google et Microsoft et Apple savent de nous. Mais c'est rien de rien. Et aujourd'hui, si on pouvait avoir accès aux données qui sont récoltées, et je peux vous dire que ça arrive, il arrive parfois des lobbyistes qui vont voir des décideurs publics et qui leur disent, voilà, ça, c'est ce qu'on sait sur vous. Bon, c'est pas plaisant. Et c'est quand on se met dans ce type de situation-là qu'on se dit peut-être qu'il y a un pourcentage infime d'usages pertinents qu'on peut faire à partir de ces instruments-là. Est-ce que ces instruments-là sont indispensables pour le faire? Je n'en sais rien, j'en doute. Mais en tous les cas, on ne peut pas ne pas poser la question sur un mode général. Et aujourd'hui, il y a un nombre considérable de livres. Là, ça, c'est juste ceux que j'ai amassés moi-même et je ne travaille même pas là-dessus. Okay? Ça, c'est tous des livres critiques sur l'emprise numérique sur nos vies en tant que cela nous dépossède intellectuellement et rationnellement. Est-ce que vous croyez que justement ce genre de situation-là est susceptible d'effriter la confiance publique ou la confiance dans les instances gouvernementales? C'est intéressant parce que par rapport à la COVID-19 et aux politiques sanitaires, on a eu 2 discours éthiques. Je cite là des documents du gouvernement du Québec sur la confiance et la transparence. Et dans les mêmes documents qui proviennent du gouvernement du Québec et qui sont rédigés par des éthiciens qui sont organiques, disons, on dit, pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait transparence, mais en même temps, le discours que l'on tient doit être suffisamment unique et suffisamment, au fond, incontestable pour, au fond, opérer auprès des esprits qui risqueraient de chavirer si on mettait en doute la science. Et c'est ce qui fait que la science, qui a fondé un discours qui est censé susciter de la confiance dans le cadre de la crise sanitaire. Et la science et les méthodes de management et de gestion publique dont on nous parle toujours pour susciter de la confiance, suscite de la confiance à la condition qu'il n'y ait aucun élément qui permette de douter. C'est-à-dire, on va vous renseigner sur les bienfaits de la chose. Voilà, vous connaissez les bienfaits de la chose. Alors, croyez-nous, puisqu'on vous a renseigné sur les bienfaits. Et ces mêmes éthiciens-là disent, attention, il faut de la transparence. C'est-à-dire qu'on ait l'impression d'avoir toutes les données probantes pour se fier à la parole qui nous est dite. Mais n'en dites pas trop, nous dit le document. Je pourrais vous l'envoyer, si vous voulez, aux fins des travaux de la commission. Là, je cite la page 15 d'un de ces documents-là que j'ai quelque part. Là, j'aurais voulu... voilà, c'est celui-là. Le cadre de réflexion sur les enjeux éthiques liés à la pandémie de COVID-19 du gouvernement québécois. Je vais vous arrêter parce qu'il nous reste une minute. Et j'aimerais voir... Je reviens sur la pensée critique parce que quand je vois ce qui s'est passé avec l'Agence de santé publique, quand je retourne un peu vers l'arrière et je vois We Charity et je vois l'histoire de la GACAN, moi, sur le plan éthique, vous savez que j'ai des réserves là-dessus, mais il demeure que est-ce que la pensée critique est encore au rendez-vous? Ou si au contraire, on dérive vers une médiocratie? La médiocratie, c'est en fait simplement s'en tenir à une sorte de moyenne managériale et gestionnaire où on fait ce qu'il faut faire parce qu'on sent qu'il faut le faire. Puis on est en quelque sorte pris dans une sorte de grand jeu
où on n'ose pas en quelque sorte remettre en cause les tenants aboutissants d'un problème et surtout, encore une fois, réfléchir d'une manière précise et aiguë et exigeante aux intérêts qui sont en cause quand un discours surgit. Le discours critique est beaucoup dans l'histoire le fait des citoyennes et des citoyens envers le pouvoir. Hein. Le pouvoir, habituellement, lui, il promeut une idéologie, c'est-à-dire un discours qui est un discours qui est censé être opérationnel, fonctionnel, et en même temps, ce sont les prérogatives du pouvoir que d'administrer puis de tabler sur des documents qui semblent au fond plus pertinents pour prendre telle ou telle décision. Mais l'opposition peut faire preuve de pensée critique. Merci beaucoup. À présent, pour conclure, 6 minutes pour M. Green. Monsieur le Président, je suis à Hamilton Centre et je veux dire à ce comité que j'étais un peu préoccupée à l'effet que on ne se servait pas forcément de notre temps au meilleur escient possible étant donné ce qui se passe dans le monde, mais dans le cadre des interventions d'aujourd'hui, surtout ce panel-ci, j'ai l'impression qu'en fait, on est saisi d'une question fondamentale. Et la question pour moi, ce qui me marque le plus, c'est la référence du professeur Deneau à titre d'arme de destruction mathématique. C'est-à-dire comment l'IA peut-elle prendre des données de masse pour mieux connaître les gens qui ne se connaissent eux-mêmes et manipuler les gens et le discours public. Je pense à ce qui se produit sur la colline parlementaire aujourd'hui. Et je pense que c'est une conversation très importante. Alors, le professeur faisait référence à cette idée qu'il faut arrêter la production à la source, qu'il faut arrêter de mettre au point certains outils. Il a parlé des moyens par lesquels les données massives sur la mobilité, les médias sociaux, les habitudes de furetage peuvent avoir un impact sur la démocratie. Je pense à Pegasus, qui est le logiciel mis au point par NSO en Israël, qui est utilisé par des pays partout dans le monde pour porter atteinte aux gens. Alors, professeur Deneau, je vous pose une question que j'ai posée dans le passé. Quelles sont les considérations philosophiques et sociologiques résultant de la pandémie? Donc, quelles de ces considérations faut-il prendre en compte lorsqu'on pense à ce que l'on fait pour protéger les gens de la surveillance? Quelles mesures doit-on prendre pour avoir des garde-fous contre la manipulation numérique? Rapide. Le premier point, c'est celui du consentement éclairé. Lorsque vous êtes dans une situation où, au nom de l'urgence, au nom de la crise, qui est, à mon sens, exacerbée dans ce cas-ci, on nous dit qu'on n'a pas le choix. There is no alternative sur un mode sanitaire. Il faut faire ceci ou cela. On n'a même pas à avoir, au fond, droit à des discours contraires. La pensée critique ici, ce serait aussi de donner dans les médias en particulier la parole autant à des scientifiques dissidents qu'à des scientifiques orthodoxes. Il y a eu beaucoup de virologues et d'épidémiologistes et de médecins professionnels des pathologies qui se sont inscrits en faux contre les mesures publiques. L'État prend des décisions, c'est normal, et ce sont ses prérogatives, mais il n'est pas normal que la société doive marcher au pas au point où on perd des droits constitutionnels en matière de décision de santé, et notamment quant à la vaccination et la vaccination des enfants. Donc, il y a eu une pression très grande. Donc, être libre et consentant lorsqu'on prend une décision de nature éclairée est une chose fondamentale. Voilà, ça c'est un premier point. L'autre point, je me référais à un livre d'une très grande importance qui est celui de Hans Jonas, Le principe de responsabilité. C'est un grand éthicien. Et Jonas dit trois choses importantes que je vais résumer à toute vitesse. La première, c'est qu'aujourd'hui, les techniques qu'on met en œuvre, et cela vaut pour les GAFAM, c'est-à-dire toutes ces techniques de production de données, ne sont pas simplement des données qui sont susceptibles, au fond, de compter socialement, ce sont des données qui affectent les sujets humains intrinsèquement. Autant du point de vue de la médecine, autant que du point de vue de la culture. Aujourd'hui, les techniques sont tellement puissantes qu'on agit sur la subjectivité humaine elle-même. Aujourd'hui, on crée des sujets qui ne sont pas les mêmes qu'à l'époque du livre, étant donné l'impact des médias sociaux, surtout sur les jeunes esprits, je pense aux adolescents.
bon, qui laissent des traces considérables. Deuxièmement, l'éthique doit être commensurable, hein, c'est-à-dire qu'on doit être capable de mesurer et prévenir l'impact des découvertes. Sinon, on n'est pas éthique et je crois qu'on n'est pas démocrate non plus. Si on laisse des techniques comme ça se déployer à l'échelle sociale sans jamais être capable de mesurer et de contrôler leur impact, hein, sans être capable de vérifier au fond qu'est-ce qu'elle génère à l'échelle sociale, politique, à ce moment-là, on ne fait pas preuve d'éthique, on est simplement dans une sorte de petite gestion à la petite semaine, quoi. Et c'est très important de faire preuve de ce que Hans Jonas finit son plaidoyer là-dessus. Oui, c'est d'être créatif en matière d'éthique, c'est-à-dire d'être aussi créatif que sont inventifs les techniciens qui continuellement, année après année, nous jettent dans les pattes des engins qu'on n'a pas demandés. Mr. Chair, Monsieur le Président, je vais demander à notre invité de conclure avec les 30 dernières secondes. Étant donné le discours qu'on a entendu jusqu'à présent, moi, j'aimerais savoir quel changement systémique il faut apporter. Là, on parle de notre loi sur la protection des renseignements personnels. Nous avons entamé une conversation sur cette loi. Alors, je vous demande, Monsieur le professeur Deneau, après cette rencontre, est-ce que vous envisageriez de nous parler de notre loi de protection personnelle actuelle et qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter? Quelles sont vos recommandations pour améliorer cette loi sur la protection des renseignements personnels? C'est ce sur quoi je souhaite me concentrer. Alors, malheureusement, il aura beaucoup moins que 30 secondes. Non, je n'ai pas besoin qu'il réponde. Je veux simplement obtenir ses observations par écrit. S'il pouvait partager ses réflexions par écrit, j'aimerais qu'elles soient envoyées aux analystes et au comité plénier, évidemment. Alors, nous n'avons plus de temps. Merci infiniment, Monsieur le professeur, pour vos remarques. Et sur ce, la séance est levée. Merci. Au revoir.